Bonjour. Bonjour à tous. C'est 9 heures. On se réveille. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Oulès, je suis médecin gériatre au Gérontopole de Toulouse et vous allez devoir me subir pendant 1h15. De 9 heures à 10h15 c'est avec moi et de 10h30 à midi vous aurez ma collègue le docteur Séché qui va vous parler de maladie d'Alzheimer. Ok? Parce qu'en fait le cours pour moi c'était censé commencer à 8h30. Pour vous c'était 9h. Donc, on va s'arranger. Allez, on laisse les derniers s'installer. Donc aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui sont extrêmement importants quand on s'intéresse aux personnes âgées. Et je pense que dans votre métier, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de vous y intéresser. C'est d'une part la fragilité, parce que c'est un petit peu l'avenir, et d'autre part l'évaluation gériatrique, parce que c'est la base de la prise en charge des personnes âgées. Ce qu'il faut, la chose qui est vraiment importante, qu'il faut que vous reteniez, s'il vous plaît, c'est que l'âge d'un patient que vous allez prendre en charge ne veut rien dire. On ne peut pas, avec un patient âgé, se baser uniquement sur un critère d'âge. Parce que on peut avoir 75 ans, être grabataire à cause d'une maladie d'Alzheimer à un stade sévère, et on peut également avoir 93 ans et courir le marathon de New York. Ces deux, il y en a celui qui a 75 ans, et bien forcément, ça ne va pas être du tout le même que celui qui a 93 ans et qui fait le marathon de New York. Donc du coup, l'âge en tant que tel, ça nous importe au final peu. Ce qui va nous intéresser, pour pouvoir soigner correctement la personne que l'on a en face de nous, c'est de s'intéresser à qui elle est, et donc notamment de l'évaluer de manière globale, c'est-à-dire du point de vue cognitif, du point de vue thymique, du point de vue nutritionnel, du point de vue fonctionnel, de ses capacités physiques, et du point de vue social, c'est-à-dire qui elle est, comment elle vit. Donc ça, on y reviendra à plusieurs reprises, parce que c'est la base de la gériatrie, c'est vraiment ce qui fait la différence entre la prise en charge gériatrique et une prise en charge d'organes. La prise en charge gériatrique, c'est une prise en charge globale. On essaye de voir la personne dans son ensemble. Parce que si on ne regarde un patient âgé que par son âge et l'organe qui est atteint, on rate énormément de choses et on ne prend pas en charge la personne correctement. Ou en tout cas, pas aussi bien que ce qu'on pourrait le faire. Donc pour l'instant, on va s'attacher à parler d'un concept qui a émergé depuis une dizaine d'années, c'est le concept de fragilité. Il faut comprendre que pour entrer dans la dépendance, pour devenir dépendant, il y a une méthode qui est simple, c'est vous faites un AVC, vous êtes hémiplégique, vous étiez autonome, vous devenez dépendant. Ça, c'est l'entrée un petit peu classique dans la dépendance, celle que tout le monde conceptualise assez facilement. On fait un AVC, on est hémiplégique, on devient dépendant. Mais en fait, il y a des chercheurs américains qui ont théorisé ce qui au final se passe fréquemment dans la réalité, c'est qu'il y a des patients qui, beaucoup de gens entrent dans la dépendance de manière progressive. Et cette entrée progressive dans la dépendance, elle se fait d'abord au niveau physiopathologique. Je vais prendre un exemple, ce sera toujours le même au cours de la discussion aujourd'hui, c'est le muscle. Donc quand on avance en âge, on a les fibres musculaires qui se modifient. On a plus de fibres, on a plus de masse grasse qui se met dans le muscle, moins de fibres musculaires rouges. Ça, c'est l'altération physiopathologique, et cette altération physiopathologique donne une déficience. La déficience, c'est que le patient a une diminution de la force musculaire. Si
le patient a une diminution de la force musculaire, eh bien, ça va donner des limitations fonctionnelles. Et la limitation fonctionnelle, ça va être que, eh bien, au lieu de marcher 4 km, il va en marcher 2. Au lieu d'arriver à monter de monter 2 rangées d'escalier d'un coup, il va en monter qu'une. Au lieu d'avoir une vitesse de marche supérieure à 1 mètre par seconde, le patient va avoir une vitesse de marche à moins d'1 mètre par seconde. Et petit à petit, si on ne fait rien, ces limitations fonctionnelles vont continuer à s'aggraver, de telle manière que le patient va devenir dépendant. Au bout d'un moment, eh bien, il ne sera plus en capacité de marcher, il sera dépendant vis-à-vis de la marche. Ce processus d'entrée dans la dépendance, c'est un processus au final qui est quand même le plus fréquent pour la plupart des personnes âgées. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est agir dessus pour empêcher que nos patients deviennent dépendants. Et pour pouvoir faire ça, du coup, on doit évaluer nos patients et savoir dans quel domaine on peut les aider pour essayer de les empêcher de devenir dépendants. Et c'est ça tout l'intérêt du concept de fragilité. Parce qu'en fait, on distingue donc 3 types de populations dans la population âgée. On a d'abord ceux qui représentent la majorité des personnes âgées. Et je veux bien que vous gardiez ça en tête, c'est que la majorité des personnes âgées sont des personnes âgées robustes. C'est-à-dire c'est des gens qui vont bien, qui sont chez eux, qui sont autonomes, qui font ce qu'ils veulent, ils gardent leurs petits-enfants, ils font des voyages, ils conduisent la voiture, ils font des comptes, ils font leurs comptes tout seuls, ils vont s'amuser avec leurs copains, ils ont une vie normale, entre guillemets. Ça, c'est la plupart des personnes âgées. D'accord ? Vous, ceux que vous voyez en stage, c'est une infime minorité. Hein, c'est ceux qui vont pas bien. Et ceux qui vont pas bien, vous allez voir que c'est pas beaucoup. Donc ça, c'est les robustes. Les robustes, c'est la plupart. Ceux qui nous intéressent, là, ce sont les fragiles. Les fragiles, en fait, c'est 20 à 30%, selon les études, des personnes âgées. Et ce sont des gens qui sont autonomes. Pareil, ils font tout à la maison, ils vont bien. Mais la différence avec les robustes, c'est que les patients âgés fragiles ont de moins grandes réserves fonctionnelles. C'est-à-dire que ces patients, ils ont l'air robustes, mais ils n'ont pas beaucoup de réserves fonctionnelles. Ce qui fait que si ils subissent un stress ou un événement aigu, une infection, une chute, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de réserves fonctionnelles pour rebondir face à cette agression, eh bien, ils sont à haut risque d'entrer dans la dépendance. Donc ces patients, les patients âgés fragiles, sont eux qui nous intéressent parce que c'est les patients les plus à risque d'entrer dans la dépendance. Et donc c'est sur eux qu'on va essayer de concentrer nos efforts pour faire de la prévention et faire de la prévention de l'entrée dans la dépendance. Parce qu'en gros, faire de la prévention à quelqu'un qui va hyper bien, qui fait déjà tout correctement, qui fait du sport, qui mange correctement, ça ne sert à rien. On dépense de l'argent pour rien, parce que la personne elle sait déjà tout bien faire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on va essayer de cibler au niveau de la prévention les patients qui sont les plus à risque. Et donc, les derniers, hein, c'est ceux qui ont un vieillissement pathologique et notamment qui sont dépendants. Et ça, c'est 10% de la population âgée. C'est eux hein, que vous voyez dans les services. Mais comprenez bien et retenez bien que ces personnes âgées que vous voyez dans les services, qui sont dépendants, qui sont très malades, ce n'est que 10% des patients âgés. Hein, tous ceux que vous aurez vus en gériatrie, c'est que 10% de la population âgée. La plupart, ils vont bien. Donc la fragilité, ça c'est pas... il faut pas le retenir en tant que tel, mais c'est la définition officielle. C'est que la fragilité, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué avant, hein, mais c'est un état de vulnérabilité à un stress. Donc on est vulnérable face à un stress, et c'est secondaire à de multiples déficiences de système qui conduisent à une diminution des réserves physiologiques. Donc c'est dire en plus beau ce que je vous ai déjà dit, c'est que les patients âgés fragiles sont des patients qui ont, à cause d'altérations physiopathologiques multiples, une diminution des réserves fonctionnelles, et donc ils sont vulnérables face à des stress, et ils sont susceptibles, de manière très importante, d'entrer dans la dépendance s'ils subissent un stress. Donc c'est eux les fragiles. Et du coup,
quand on a fait des études, en fait, on s'est aperçu, en fait, le concept de fragilité a été construit à partir d'études, parce qu'on s'est aperçu dans les études où on suivait des populations de personnes âgées sur plusieurs dizaines d'années, que, eh bien, en fait, il y avait un certain groupe de patients qui, eh bien, c'était les patients fragiles. Et en fait, les patients fragiles sont des patients qui sont à haut risque de dépendance et à haut risque de ce qu'on appelle d'événements péjoratifs de manière globale, c'est-à-dire les patients fragiles, ils sont plus à risque d'entrer dans la dépendance, ils ont un risque de mortalité qui est augmenté, un risque d'entrée en institution, donc en maison de retraite médicalisée, plus élevé, un risque d'être hospitalisé dans l'année plus élevé, un risque de chute plus élevé. Donc tout ça, c'est des choses que nous, en tant que gériatres, bien entendu, on ne veut pas voir. C'est ça qu'on veut éviter à nos patients. Donc c'est pour ça que ces patients fragiles, on va essayer de les dépister. Donc la fragilité, c'est un concept qu'à Toulouse, notamment, au Gérontopole, on travaille beaucoup dessus. On a beaucoup d'actions qui sont maintenant qui étaient des actions de recherche initialement, qui sont maintenant rentrées dans les soins courants. Et on a encore beaucoup de projets de recherche concernant la fragilité. Donc là, l'outil que je vous présente, c'est un outil qui a été retenu par la HAS, la Haute Autorité de Santé, et que nous avons développé à Toulouse. Donc c'est une grille de dépistage de la fragilité. C'est-à-dire que comment essayer de se demander si potentiellement un patient est fragile. Donc ça, c'est une grille qu'on adresse aux médecins généralistes pour qu'ils puissent dépister leurs patients. Donc ça concerne les patients qui ont plus de 65 ans, qui sont autonomes, donc avec un ADL. Vous savez ce que c'est l'ADL ou pas? Globalement oui ou globalement non? Ouais, non. J'ai entendu non. Donc l'ADL, de toute façon je vais en reparler après, l'ADL c'est une échelle qui permet d'évaluer l'autonomie des patients pour les activités de base de la vie quotidienne, c'est-à-dire se laver, s'habiller, marcher, aller au WC, être continent et manger. En gros, si on est autonome pour tout, on a un ADL à 6 sur 6. Si on n'est plus capable de rien faire de ces activités de base de la vie quotidienne, on est dépendant sévère ou grabataire, on a un ADL à 0 sur 6. Donc là, on a mis, en fait, que les autonomes, on a mis ADL à 5 sur 6. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que avoir une incontinence urinaire, ce qui enlève un demi-point à l'ADL, c'était pas forcément être dépendant, et que marcher éventuellement avec une canne, c'était pas forcément non plus être dépendant. Donc c'est pour ça qu'on a mis un ADL à 5 sur 6. Donc pour dépister la fragilité, on pose des questions aux patients, et donc on nous demande, est-ce qu'il vit seul? Est-ce qu'il a perdu du poids au cours des 3 derniers mois? Est-ce qu'il se sent plus fatigué au cours des 3 derniers mois? Est-ce qu'il a plus de difficultés à se déplacer au cours des 3 derniers mois? Est-ce qu'il se plaint de la mémoire? Ou est-ce qu'il a une vitesse de marche ralentie? Donc si le patient a oui à une seule de ces questions, il est potentiellement fragile. Et donc les médecins généralistes ou certaines infirmières qui ont été formées se proposent à ce moment-là aux patients de bénéficier d'une évaluation gériatrique globale avec un objectif de réaliser un plan de prévention pour le patient. Donc vous allez voir, ces questions, en fait, vous avez vu, elles regroupent plusieurs domaines de l'évaluation gérontologique. On n'a pas réinventé la poudre, on n'a fait que reprendre la base de notre métier, c'est-à-dire évaluer le patient de manière pluridimensionnelle. Le patient, est-ce qu'il vit seul? Ça, c'est l'évaluation sociale du patient, parce qu'on sait que quelqu'un qui vit seul chez lui par rapport à quelqu'un qui vit avec son épouse ou avec ses enfants ou avec quelqu'un d'autre à la maison et qui est en forme et qui peut l'aider, eh ben, celui qui est seul, il est plus à risque qu'un autre. Est-ce qu'il a perdu du poids? Là, on évalue le côté nutritionnel. Et vous allez voir, je vais réinsister là-dessus. Est-ce qu'il se sent plus fatigué? Ça, c'est un critère un petit peu subjectif, mais qui peut avoir trait un petit peu à l'évaluation thymique. Est-ce qu'il a des difficultés à se déplacer? On évalue les capacités fonctionnelles. Est-ce qu'il se plaint de la mémoire? On évalue rapidement, bien entendu, le côté cognitif. Et est-ce qu'il a une vitesse de marche ralentie? C'est pareil, on évalue le côté fonctionnel du patient.
Donc vous voyez, à chaque fois qu'on parle d'un sujet âgé, on va essayer de le voir dans son ensemble, dans toutes ses dimensions, parce que toutes ces dimensions sont très importantes. Je vais vous illustrer un petit peu avec un exemple qu'est-ce que ça peut être la fragilité. Et vous allez voir que ça va peut-être, pour certains d'entre vous, vous rappeler des situations que vous avez vécues, des patients que vous avez déjà. Donc ça, c'est le club de sport de Blagnac. Vous voyez, donc c'est des gens qui vont au club de sport, des personnes âgées qui vont au club de sport ensemble, donc des gens qui sont plutôt en forme. Ils sont tous totalement autonomes et ils vont bien. Et en fait, Georgette et Daniel, en jouant au foot, elles vont se rentrer dedans. Elles vont tomber toutes les deux. Et en fait, elles vont toutes les deux se casser le bassin. Donc Georgette et Daniel, hein, vous avez vu la patate. Hein, elles ont la forme, elles ont le sourire, elles sont autonomes, elles vont bien. Elles ont le même antécédent, c'est-à-dire elles sont toutes les deux uniquement hypertendues. Et donc elles vont elles vont tomber et toutes les deux se casser le bassin. Eh bien, Georgette, elle va être hospitalisée uniquement aux urgences, elle va aller à l'UHCD, elle va y passer 48 heures, on va lui mettre des médicaments contre la douleur, elle va vite être remise au fauteuil, et puis elle va pouvoir remarcher en 2 jours, et puis du coup, vu qu'elle va bien remarcher, elle va vite rentrer chez elle et repartir comme avant. C'est-à-dire autonome et nickel, tout va bien. Danielle, elle, par contre, elle va avoir la même fracture, elle va avoir des antalgiques. Sur les antalgiques, elle va faire la confusion, puis la rétention aiguë d'urine, puis elle va être agitée, puis elle va être sédatée, puis elle va inhaler, puis elle va avoir l'infection pulmonaire, puis elle va être hyper crevée, on ne pourra pas la verticaliser, puis elle va être hospitalisée encore longtemps, on va la changer 2 fois de service, elle va être reconfuse parce qu'elle a été changée de service. Et au final, on n'arrivera pas à la faire remarcher correctement. Elle aura perdu beaucoup d'autonomie. Et vu qu'elle vit seule à la maison et qu'il n'y a personne pour l'aider, elle ne pourra pas rentrer chez elle et elle devra rentrer en maison de retraite. Voilà. Si on prend la pancarte de base de ces dames, c'est-à-dire si on regarde ces 2 dames selon des critères habituels, en tout cas non gériatriques, on voit qu'elles ont toutes les 2 le même âge, qu'elles ont toutes les 2 les mêmes antécédents et qu'elles sont toutes les 2 autonomes au domicile sans aide. Et pourtant, ces 2 dames ont eu 2 trajectoires de vie, en tout cas pour l'instant, enfin en tout cas une trajectoire de soins qui a été complètement différente. Et ce qui a fait la différence entre les deux, eh bien, c'était qu'il y en avait une qui avait des réserves fonctionnelles suffisantes pour faire face à l'agression que représentait la fracture du bassin. Elle était vraiment robuste. Et l'autre, elle était fragile, elle n'avait pas beaucoup de réserves fonctionnelles. Et l'agression qu'a représentée la fracture du bassin a fait que elle est entrée dans la dépendance en n'ayant pas de réserve pour pouvoir faire face à cette agression. Et donc c'est pour ça que c'est important en fait de savoir qui sont les patients fragiles, parce que on sait que un patient fragile, si on le dépiste avant, on peut le faire rebasculer dans le camp des robustes en mettant en place des mesures de prévention. Donc c'est pour ça qu'on tient vraiment à essayer de dépister la fragilité et prendre en charge les patients, parce que une fois qu'on bascule de fragile à dépendant, on sait malheureusement que dans la plupart des cas, c'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, c'est irréversible. Alors que passer de fragile à robuste, c'est possible en mettant en place des mesures de prévention qui vont agir sur les différents domaines qui pourront être altérés. Et c'est les domaines de l'évaluation gérontologique, c'est-à-dire la nutrition, l'activité physique, essentiellement. C'est là où ça a le plus prouvé son efficacité. Mais également le côté thymique, le côté social, la polymédication. On va essayer de travailler sur tous ces sujets. Ça va? C'est pas trop dur? Bon, j'essaye de vous raconter des histoires à chaque fois pour que ce soit un peu plus drôle. Donc ce qu'on peut retenir aussi, hein, c'est que dans ce club de sport, il y avait aussi Bernard, Henri et Georges qui étaient aussi fragiles. Sauf qu'en fait, on ne le savait pas. Et si on les regarde comme ça, on ne le saura pas. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de dépister la fragilité chez la plupart des patients âgés. Donc la fragilité, elle n'a pas de définition. Il n'y a pas de définition officielle autre que la définition théorique que je vous ai donnée tout à l'heure.
En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la fragilité, c'est avoir une diminution des réserves physiologiques qui expose au risque de devenir dépendant. C'est ça qu'il faut retenir. On n'a pas de définition avec des chiffres vrais pour laquelle on soit tous d'accord. Là, je vais vous parler de la définition de Linda Fried, qui est une gériatre américaine, parce que elle va vous permettre d'expliquer, de comprendre un petit peu la physiopathologie d'une partie de ce qu'est la fragilité. Donc Linda Fried, c'est une chercheuse américaine, c'est elle qui a créé la fragilité, c'est elle qui l'a popularisée. Et vous voyez, c'était en 2001. Ah oui, donc en fait, c'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 20 ans. Ouais, je vois pas le temps passer. Et Linda Fried, pour elle, la fragilité, c'est essentiellement physique. Nous, à Toulouse, on n'est pas tout à fait d'accord avec Linda Fried. On a une vision qui est un peu plus globale de ce qu'est la fragilité. Mais je veux vous raconter l'histoire de comment ça marche, parce que c'est important. Donc pour Linda Fried, être fragile, c'est avoir au moins 3 des critères suivants. C'est-à-dire avoir une perte de poids, se sentir fatigué, avoir un faible niveau d'activité physique, avoir une vitesse de marche ralentie et avoir peu de force au grip strength. Donc le grip strength, en fait, on mesure la force du poignet avec un dynamomètre. C'est-à-dire qu'on vous fait serrer très fort une poignée et il y a un dynamomètre qui montre. Et ça, en fait, on a des abacs qui nous permettent de voir si la force musculaire est considérée comme normale en fonction du poids, de l'âge et du sexe de la personne. Donc vous voyez que Linda Fried, elle utilise pour elle une définition de la fragilité qui est vraiment basée essentiellement sur des critères fonctionnels, physiques, de force musculaire, de capacité fonctionnelle. Pour elle, la perte de poids, pour elle en tout cas, la fragilité, c'est essentiellement ça. Et vous allez voir pourquoi je veux vous le montrer. Parce qu'en fait, il faut se dire que la fragilité, c'est un petit peu le cercle vicieux dont on veut sortir nos patients. On peut prendre le cercle, on peut rentrer dans le cercle à n'importe quel niveau, mais on va commencer au niveau de la dénutrition. Quand on avance en âge, en fait, on ressent de manière naturelle une tendance à l'anorexie. On a également un vieillissement des cellules du goût, et notamment au niveau de la langue, qui font que on ressent moins les goûts. Donc du coup, vu qu'on ressent moins les goûts et qu'on a un petit peu moins faim, on a une tendance à moins manger. Mais du coup, si on mange moins, si on mange un petit peu moins toutes les semaines pendant plusieurs années, eh bien forcément, vu la balance entre l'énergie absorbée et l'énergie consommée est déséquilibrée et on devient dénutri. Légèrement, mais en tout cas, on commence à devenir dénutri. Si on devient dénutri, eh bien, forcément, on aura moins de muscles. Donc on va devenir ce qu'on appelle sarcopénique. Associé à ça, si on a des maladies comme une petite insuffisance respiratoire, une petite insuffisance rénale, qui vont augmenter nos besoins en énergie, ça va aggraver la sarcopénie. Associé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au vieillissement naturel du muscle, eh bien, ça va encore participer à aggraver la sarcopénie. Si on a de la sarcopénie, qu'on a moins de masse musculaire, de manière évidente, on aura moins de force musculaire. Et si on a moins de force musculaire, eh bien, on sera plus lent, moins efficace. Et si on est plus lent, si c'est plus dur d'aller à la boulangerie, au bout d'un moment, à la boulangerie, on va plus y aller. Ou sinon, on va y aller en voiture. Donc du coup, on sera plus inactif, on aura moins d'activité physique. Et si on est plus inactif, qu'on a moins d'activité physique, on a moins de dépenses énergétiques. Mais si on a moins de dépenses énergétiques, et bien du coup, notre cerveau va dire, ah ben, tu dépenses moins, donc tu as besoin de moins manger. Donc ça va encore aggraver la dénutrition et la perte de poids. Et donc vous voyez que si on continue comme ça, les patients, ils continuent, et au final, ils entrent dans la dépendance. Donc c'est ça
ce sur quoi nous, on veut essayer de travailler pour essayer de sortir les patients de ce cercle vicieux. Donc, d'une part, qu'est-ce qu'on fait? On évalue les patients. Donc, on évalue le côté nutritionnel en recherchant la perte de poids. On évalue le côté force musculaire, éventuellement avec le grip strength, éventuellement on évalue la lenteur également avec la vitesse de marche. On évalue l'activité en demandant aux patients ce qu'ils font dans la journée comme activité physique. Et une fois qu'on a évalué et qu'on a trouvé l'endroit où ça dysfonctionne le plus, on essaye de sélectionner une action de prévention avec les patients. Si ce qui ne va pas chez les patients, c'est essentiellement le côté dénutrition, eh bien on va travailler avec eux le côté nutritionnel, enrichissement des repas, leur expliquer aussi aux gens qui doivent plus manger, parce que ce n'est pas évident pour beaucoup de nos patients âgés. Pour eux, c'est je vieillis, donc je fais moins, donc il faut que je mange moins. Mais c'est faux. Et pareil, si ce qui est important, c'est que si chez les patients, dans l'évaluation des patients, ce qui ressort, c'est qu'ils ont peu d'activité physique ou qu'ils ont peu de force musculaire, et bien à ce moment-là, on va faire avec eux un travail plutôt centré sur l'activité physique. J'ai fait exprès de vous prendre cet exemple-là à dessein, parce que, je le dis et je le redis, les mesures qui ont le plus prouvé leur efficacité dans la littérature pour prévenir la dépendance, c'est deux choses. D'une part, augmenter le niveau d'activité physique, avoir de l'activité physique. Et l'activité physique, ça veut dire globalement au moins juste marcher. On ne demande pas aux gens forcément d'aller à Movida et de pousser de la fonte. C'est déjà marcher, c'est déjà énorme. Et ensuite, c'est la nutrition, ne pas perdre de poids. Un patient âgé ne doit pas perdre de poids. On n'a plus dans les recommandations de les gens qui ont 50 ans ou 40 ans et on veut qu'ils évitent le cholestérol et tout ça. Là, ce qu'on veut, c'est que les patients âgés ne perdent pas de poids. S'ils perdent du poids, ils perdent du muscle. S'ils perdent du muscle, ils meurent. C'est à retenir, parce que pour les patients âgés, ça c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ont gardé dans leur tête ce qu'on leur a martelé dans le cerveau pendant toute leur vie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop gros. Et une fois qu'ils arrivent et qu'ils sont vieux, ils disent « Oh, ben je perds un peu de poids, c'est cool, sans rien faire ». Sauf qu'en fait, non. Donc vous avez vu que la vitesse de marche, c'est une manière d'évaluer les capacités fonctionnelles de nos patients. Et en fait, c'est un test que j'aime beaucoup parce qu'il est très facile. Comment on fait pour évaluer la vitesse de marche? On l'évalue globalement sur 4 mètres. Donc 4 mètres, c'est 4 grands pas pour vous et moi. Et en fait, on demande au patient, arrêtez, on lui demande de marcher comme il marcherait dans la rue. Donc en fait, au moment où le patient déclenche le pas, on démarre le chronomètre. Et donc il marche, il fait ses 4 mètres, et une fois qu'il a fait ses 4 mètres, on arrête le chronomètre. En gros, si on met plus de 4 secondes pour faire 4 mètres, on a une vitesse de marche qui est inférieure à 1 mètre par seconde, et ça c'est pas bon. Si on met moins de 4 secondes pour faire 4 mètres, on a une vitesse de marche qui est supérieure à 1 mètre par seconde, et ça c'est bon. Pourquoi? Parce que les patients qui ont une vitesse de marche ralentie, là j'ai mis 0,8 mais 1 mètre par seconde, il vaut mieux retenir 1 mètre par seconde. Avoir une vitesse de marche ralentie, en fait, c'est un symptôme de fragilité et ça augmente, vous avez vu, que ça augmente de manière très importante le risque d'événements péjoratifs. Donc la vitesse de marche, pour nous, c'est vraiment un test qui est important parce qu'en plus, il est facile à faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire dans la rue. En fait, en France, les passages piétons sont réglés pour qu'ils soient traversés à une vitesse de 1 mètre par seconde. C'est-à-dire que en France, le petit bonhomme, il est vert, et vous avez le temps de traverser le passage piéton si vous marchez à 1 mètre par seconde. Donc vous vous mettez à Toulouse, à un carrefour, vous regardez le petit bonhomme, et vous regardez les personnes âgées. Et vous voyez ceux qui arrivent à traverser pendant que le petit bonhomme est vert. Et bien tous ceux qui n'y arrivent pas, ils ont un risque de perte d'autonomie augmenté par 4 dans les 5 ans à venir, un risque de déclin cognitif, donc d'entrer dans une maladie neurodégénérative multiplié par 3 dans les 3 ans, un risque de mortalité multiplié par 2,
à 5 ans par rapport par rapport à tous ceux qui arrivent à passer le passage piéton pendant que le petit bonhomme est vert. Donc c'est vraiment important, cette vitesse de marche. Moi, je vous encourage même juste à le faire, à le regarder et à vous le mettre dans l'œil, la vitesse de 1 mètre par seconde, parce qu'après, une fois qu'on l'a dans l'œil, on sait faire des vitesses de marche même sans le chronomètre. Et c'est vraiment un critère qui est facile hein, quand vous accompagnez votre patient, quand vous voyez le patient qui vient à la consultation, hein, vous le voyez marcher, direct, vous savez vous avez un doute de savoir s'il a une vitesse de marche qui est bonne ou pas, et donc vous pouvez savoir s'il est fragile ou pas. Donc comme je vous disais tout à l'heure, à Toulouse, nous, on défend un modèle de fragilité qui est un petit peu plus extensif que celui de Linda Fried. Et c'est tout simplement, en fait, on considère que la fragilité, c'est juste, ça fait partie de la gériatrie. Et qui dit gériatrie dit évaluation globale des patients. Et c'est-à-dire que pour nous, la fragilité, c'est un concept global qui reprend, bien entendu, les critères physiques dont je vous ai énormément parlé jusqu'à présent, parce que ce sont les critères sur lesquels on a le plus d'efficacité démontrée. Mais on considère donc, nous également, qu'on doit faire, bien entendu, attention à la nutrition, j'en ai parlé, mais également au côté sensoriel, hein, parce que avoir une privation sensorielle pour un patient âgé, eh bien forcément, ça le met de manière évidente plus à risque d'avoir des événements péjoratifs, hein, parce que si on a une DMLA et qu'on a une basse vision, eh bien, la vie tout seul chez soi, c'est quand même un peu plus compliqué. Hein. Ou si on n'entend rien, c'est pareil, c'est plus compliqué, on est plus à risque de s'isoler, de devenir déprimé. Et donc, on est quand même plus à risque d'entrer dans la dépendance. À Toulouse, on défend également, bien entendu, le fait que dans l'évaluation de la fragilité, on doit vérifier le côté cognitif des patients, parce que, bien, plus on avance en âge, plus le risque est élevé pour les patients de développer des troubles de la mémoire, qu'ils soient d'origine vasculaire, liés à des AVC, ou d'origine neurodégénérative, liés à des maladies qui vont gêner le fonctionnement de la mémoire, comme la maladie d'Alzheimer, dont ma collègue, le docteur Séché, vous parlera après. Et ensuite, il y a effectivement le côté donc, psychologique et le côté social. Le côté psychologique est très important, c'est la TIMI dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que quand on avance en âge, en fait, on ne réagit pas de la même façon que vous et moi. C'est-à-dire que vous et moi, si on est déprimé, de manière globale, qu'on a une dépression maladie, eh bien, tout le monde va le savoir. Tout le monde va le savoir parce que on va le dire, qu'on est mal, qu'on se sent mal, que ça ne va pas. On va voir sur notre activité qu'on n'est plus capable, à cause de la maladie, d'avoir une activité, de poursuivre ses études, pour moi de travailler éventuellement. Alors que les patients âgés, eux, d'une part, ils vont jamais dire qu'ils sont déprimés et qu'ils ont envie de mourir parce que ils considèrent qu'ils sont vieux et qu'ils servent à rien et qu'ils sont juste embêtants. Donc ils auront tendance à moins le dire. Et d'autre part, eh bien, vu que le retentissement sur l'activité professionnelle, chez la plupart de nos patients âgés qui sont à la retraite, on ne le voit pas, eh bien, c'est plus difficile à dépister. Donc du coup, pour ces raisons, quand on s'occupe d'un patient âgé, on doit toujours poser la question, nous soignants, de manière proactive, c'est généralement plutôt les médecins, mais les infirmières formées le font également. On doit poser la question de manière proactive aux patients âgés, de savoir s'ils ont des troubles de l'humeur et s'ils ont un risque suicidaire. Si on ne leur pose pas la question, on ne le saura jamais. Donc ça, c'est vraiment important, c'est la différence avec nous, les jeunes. On ne réagit pas de la même façon de ce point de vue-là. Et ensuite, on regarde également, bien entendu, le côté social, parce que, encore une fois, entre un patient qui vit seul chez lui et celui qui vit avec sa femme, qui est en pleine forme ou qui a éventuellement 15 ans de moins que lui, eh bien forcément, ce ne seront pas les mêmes. Le patient qui a 80 ans, qui a une gastro, qui vit tout seul chez lui, eh bien, il va être fatigué. Pendant 3 jours, il ne pourra pas manger, mais personne ne va lui amener à manger. Personne n'ira lui faire les courses. Personne n'aidera à se lever quand il sera fatigué. S'il tombe parce qu'il fait un malaise vagal, parce qu'il est déshydraté, eh bien, personne ne va le relever. Et il va rester au sol et ça ne va pas aller. Alors que celui qui a sa femme, eh bien, elle pourra l'aider à se déplacer, elle pourra lui faire des bons petits plats. Et le patient, du coup, sa gastro, ça ne va pas être la même, quoi. Hein, celui qui a son épouse avec lui qui va l'aider, eh bien, la gastro, il va la passer de manière beaucoup plus facile que celui qui est tout seul. Donc avoir un environnement aidant,
c'est un facteur protecteur. Et en fait, notre travail à nous, c'est d'essayer de le dépister, de le savoir, parce qu'on ne prendra pas les mêmes décisions et on ne fera pas les mêmes propositions pour quelqu'un qui est seul chez lui, qui n'a pas d'amis, que pour quelqu'un qui a une épouse proche ou des enfants qui sont là et qui aident énormément. Donc c'est très important quand on voit un patient âgé de regarder tout ça, et notamment pour la fragilité. Ça va? Toujours? Survivez? Bon. Un exemple d'application. Depuis plusieurs années, en fait, le concept de fragilité a permis, du coup, l'émergence de nouvelles pratiques, et notamment dans le domaine du cancer. Vous savez que l'oncogériatrie est en plein développement, et une partie du travail des oncogériatres, eh bien, c'est d'aider les oncologues à dépister les patients fragiles. Pourquoi? Parce que le cancer et son traitement représentent un stress énorme. Et donc du coup, si en tout cas ce stress est appliqué de manière intense à une personne fragile, eh bien, elle risque de devenir dépendante. Or, le but des soins que l'on apporte aux patients, c'est pas de les rendre dépendants, c'est de leur donner une bonne qualité de vie et de faire qu'ils puissent vivre de manière autonome le temps qu'il leur reste à vivre. Donc du coup, on s'est intéressé à la fragilité. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on dépiste un patient fragile, on peut éventuellement peut-être proposer des traitements qui sont plus légers et qui vont représenter donc un stress moins important pour le patient, ce qui va leur permettre de rester autonome. L'exemple, c'est quoi? C'est que si on va prendre l'exemple d'un nouveau traitement. Il y a un nouveau traitement pour un cancer du poumon. C'est un mauvais exemple, le poumon. Mais bon, un cancer du rein, c'est le meilleur exemple. Il y a un nouveau traitement pour le cancer du rein. Ce nouveau traitement, il est génial, il augmente la survie. Mais bon, par contre, il tape fort. Il tape très fort sur les patients, il est plein d'effets secondaires, mais il améliore vraiment la survie des gens. Si ce nouveau traitement qui est plus fort, on l'applique à un patient robuste, eh bien, à ce patient robuste, on va lui faire gagner par rapport au traitement habituel 20 jours de vie indépendante. Donc du coup, c'est génial, ça marche, c'est parfait. Le patient, il survit plus et il survit avec une vie indépendante, c'est notre objectif. Et donc, ce nouveau traitement, pour un patient robuste, il est bien. Mais si ce traitement, qui est fort, qui est plus intense, on l'applique à un patient qui est fragile, eh bien là, au contraire, le patient, vu qu'il est fragile, il est vulnérable au stress, eh bien, il va avoir beaucoup d'effets secondaires, il va mourir plus tôt. Et donc, ce patient, au final, on lui aura donné un traitement qui va lui faire perdre 40 jours de vie indépendante par rapport au traitement antérieur. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'évaluer la fragilité des patients en consultation avec les oncologues pour pouvoir déterminer avec eux, en fonction du fait de savoir si le patient est fragile ou pas, quel traitement on peut lui apporter. Parce que si on a un nouveau traitement, mais que le traitement, celui-là, il est très bien toléré, il marche moins bien sur la survie, mais il est bien toléré. Et bien, si ce traitement, on l'applique à un patient robuste, le patient robuste, au lieu de gagner 20 jours de vie indépendante, là, il va en gagner que 10. Donc c'est quand même dommage. On a amélioré le patient, mais on aurait pu l'améliorer encore mieux. Et par contre, si on l'applique au patient fragile, plutôt que de perdre 40 jours de vie indépendante, là, il va en gagner 30. Donc c'est pour nous, c'est un nouveau champ. La fragilité permet vraiment d'aider à donner aux bonnes personnes le bon traitement et d'éviter les catastrophes, enfin en tout cas certaines des catastrophes que l'on avait auparavant où voilà, malheureusement on donnait des traitements à des patients et puis c'était la catastrophe, ils faisaient beaucoup de complications et ils mouraient très rapidement, alors que même si on n'avait rien fait, eh bien, les patients auraient vécu plus longtemps et mieux. Donc maintenant, grâce à la fragilité, on peut mieux cibler les patients à qui on les donne pour leur rendre un meilleur service. Ok? Bon. Donc vous voyez à gauche ma cuisse. Vous voyez beaucoup de muscles, pas beaucoup de gras. C'est une coupe scanner de cuisse. Non, c'est pas la mienne, hein, mais en tout cas, vous voyez une coupe scanner d'une cuisse de jeune homme. Et à droite, celle de son grand-père.
et qui en plus est sédentaire. Donc vous voyez que il y a beaucoup plus de masse grasse, c'est ce qui est gris foncé sur l'image de droite, et beaucoup moins de muscles, ce qui est gris clair. Donc ça, la cuisse de droite, c'est la cuisse droite d'un patient qui est sarcopénique. La sarcopénie, c'est vraiment important parce que c'est indépendant, c'est un phénomène qui touche toutes les populations. Aux États-Unis, ils n'ont pas de problème pour faire les études en fonction des races, entre guillemets, grands guillemets. Donc ils font la différence et ils ont montré en fait que la sarcopénie touche tous les types de populations, les Américains, les Européens, les Asiatiques. Et la sarcopénie, c'est vraiment quelque chose qui est grave parce que il y a des études, vous voyez, qui ont montré que le coût annuel de la sarcopénie pour le système de santé américain était plus élevé que celui de l'ostéoporose. Bon, dans l'ostéoporose, on a des traitements, mais pas dans la sarcopénie. Donc peut-être que, en fait, ça va peut-être venir. Il y a beaucoup de labos qui travaillent sur la sarcopénie, sur des médicaments qui permettraient d'aider à diminuer la sarcopénie, mais en gros, ça marche pas trop, parce que ce qui marche le mieux pour lutter contre la sarcopénie, c'est l'exercice physique, tout simplement. Et que on a beau vous filer des médicaments pour essayer de faire grossir les muscles, si vous ne faites pas bouger les muscles, de toute façon, ils ne vont pas grossir, quoi. Ça ne va pas marcher. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que la sarcopénie, c'est donc le meilleur exemple. Quand on avance en âge, on a une augmentation de l'infiltration de masse grasse dans le muscle. Du coup, on a une déficience, on a moins de force musculaire. La force musculaire, on peut la mesurer avec le grip strength pour Linda Fried. Cette déficience de force musculaire, ça entraîne des limitations fonctionnelles. Parce que vu qu'on a moins de force, on fait moins de choses, ou c'est plus dur de faire les choses. Les limitations fonctionnelles, on peut les évaluer en évaluant combien le patient arrive à marcher, en évaluant sa vitesse de marche. Et ces limitations fonctionnelles, si elles continuent de s'aggraver, elles vont entraîner la dépendance d'un patient qui n'est plus capable de marcher. Donc notre travail, nous, c'est d'évaluer le patient pour pouvoir évaluer ses capacités fonctionnelles et éventuellement lui proposer des stratégies de prise en charge concernant ça. Donc je vous montre là quelques types de tests de performance fonctionnelle parce que vous en reverrez certains, on reparlera de certains après. Donc il y a les tests de marche de 6 mètres, de 4 mètres, un test de marche de 6 minutes. En pneumo, ils font beaucoup le test de marche de 6 minutes, par exemple. Le SPPB, le Short Physical Performance Battery, celui-là, on en parlera après parce qu'il fait partie des recommandations à peu près de l'OMS. Le test des escaliers, est-ce que les patients arrivent à monter les escaliers ou pas? Le Grip Strength, je vous en ai parlé. Et le Chair Stand, c'est en fait être capable de se lever d'une chaise sans utiliser les accoudoirs. Ça, vous l'avez déjà vu, ça montre la force musculaire dans les quadriceps. Et c'est important. Donc comme je vous l'ai dit, la fragilité c'est un cercle vicieux, et donc on va essayer de sortir nos patients de ce cercle vicieux. Et il y a des éléments clés sur lesquels on peut jouer, c'est la nutrition et la sarcopénie, et donc l'activité physique. Je vais y venir. Donc, maintenant on va passer... Donc là, on a parlé de la fragilité. Donc vous avez compris que la fragilité, c'est une diminution des réserves fonctionnelles qui expose à l'entrée dans la dépendance. Ça s'évalue on évalue la fragilité de manière globale. Et vous avez vu que ça nous sert à plusieurs choses. La fragilité, ça nous sert à donner, notamment dans le cancer, mais dans plein de choses, dans plein d'autres domaines, de donner le traitement le plus adéquat. Maintenant, on évalue la fragilité aussi en cardiologie, parce que les cardiologues... vous savez que maintenant, quand les patients ont des valves aortiques rétrécies, on peut leur proposer soit la chirurgie conventionnelle, c'est-à-dire une chirurgie avec le chirurgien cardiaque qui ouvre le thorax et qui change la valve directement, ou les cardiologues peuvent proposer ce qu'on appelle des TAVI. C'est on met une nouvelle valve en passant par une artère, par voie endovasculaire, ce qui est moins invasif.
Et donc les cardiologues, par exemple, nous appellent, les gériatres, pour aider à évaluer les patients. Est-ce que le patient il est robuste? Est-ce qu'il est fragile? S'il est robuste, on aura tendance à proposer la chirurgie conventionnelle parce que certes c'est plus lourd, mais c'est ce qui a le plus prouvé son efficacité. Et si le patient est fragile, un peu, est plus à risque, et qu'on pense que du coup la chirurgie va représenter un trop gros stress pour lui, eh bien, on a tendance à dire que nous, on propose plutôt le TAVI. Voilà, donc ça, c'est le cancer, l'évaluation pré-thérapeutique. Pareil, on fait pareil pour la dialyse aussi. Hein, nos collègues néphrologues nous sollicitent notre aide pour les aider à évaluer les patients. Est-ce qu'il faut le mettre en dialyse ou est-ce qu'il faut... Enfin, ils savent qu'il faut le mettre en dialyse, mais est-ce que c'est raisonnable de mettre le patient en dialyse ou pas? Et donc, on les aide. Et on les aide donc en évaluant la fragilité. Mais en fait, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue les patients de manière... On fait ce qu'on appelle des EGS, des évaluations gérontologiques standardisées. On évalue les patients en les regardant dans leur ensemble. L'évaluation gérontologique standardisée, c'est la base du travail auprès des personnes âgées. C'est la base de la gériatrie. Parce que, si vous voulez, quand on est jeune, comme vous et moi, globalement, si nous, on a un problème de santé, moi, si j'ai un problème cardiaque, là, globalement, le cardiologue qui va me voir, il va regarder mes antécédents. Et en fonction des antécédents que j'ai, il va savoir comment je suis. Parce que globalement... vu que je n'ai pas d'antécédents, je suis autonome, je ne suis pas dénutri, je vais bien. Alors que les patients âgés, eux, si on regarde uniquement leurs antécédents, on ne va pas savoir réellement qui ils sont. Parce qu'ils ont beaucoup de pathologies qui sont non diagnostiquées ou sous-diagnostiquées et qui vont venir influer de manière très importante sur leur état de santé et la prise en charge qu'on va pouvoir leur proposer. Donc c'est pour ça qu'on évalue les personnes âgées de manière globale, parce qu'on sait que personne d'autre ne va le regarder, ou en tout cas le cardiologue, lui, il ne saura pas le voir. Et donc c'est pour ça que nous, on est là pour évaluer les personnes de manière globale, dans le domaine cognitif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus on avance en âge, plus on a de risques de développer des maladies, des troubles de la mémoire, et qui vont avoir une importance majeur, hein, parce que si un patient a un trouble de la mémoire et qu'il n'est pas capable de prendre ses médicaments tout seul, hein, si on lui met un stent dans le cœur parce qu'il a fait un syndrome coronarien aigu et qu'on le renvoie chez lui et qu'il a des troubles de la mémoire, qu'il n'est pas capable de prendre ses traitements, ben on a beau mettre le stent, le patient, dans pas longtemps, il va faire sa thrombose de stent et il va mourir et on aura dépensé beaucoup d'argent pour rien. Et puis le patient, il sera mort. Donc c'est un peu con. Comme je vous le disais, après le côté cognitif, donc c'est pour ça que c'est très important pour chaque personne âgée de dépister les troubles cognitifs, parce qu'en plus, ça aura une influence sur comment va se passer éventuellement une procédure. Hein, un patient qui a des troubles cognitifs modérés ou une maladie d'Alzheimer à un stade modéré, eh ben, si on lui fait subir une grosse chirurgie, on peut s'attendre à ce qu'il soit confus après. Et il faut en tenir compte avant de décider de faire la chirurgie. Parce que si le patient il est confus, qu'on doit l'attacher, ben peut-être que ça va mal se passer, la chirurgie. En tout cas, le chirurgien n'aura pas le résultat escompté. Donc on évalue le côté cognitif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on évalue également le côté thymique, parce que les patients âgés ne s'expriment pas autant que les sujets jeunes, et donc il faut aller chercher le trouble de l'humeur, parce que le trouble de l'humeur, il est souvent plus caché, plus grave. Hein, le taux de suicide des personnes âgées est beaucoup plus élevé que celui de la population en général. Et également parce que quand on est déprimé, on a des troubles de l'attention. Si on a des troubles de l'attention, ben on ne fait pas gaffe, et notamment, ça favorise énormément le risque de chute. L'autre point, donc on évalue le cognitif, la thymie, on évalue également le côté nutritionnel. Plus on avance en âge, plus on est à risque d'avoir, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, d'être dénutri. Et souvent, ça se fait de manière assez insidieuse, où les patients perdent un petit kilo tous les ans, hein, et puis au bout de 5-6 ans, ils ont une vraie dénutrition modérée, qui les expose à beaucoup de risques. Donc ça, on va reparler après. Donc cognitif, thymie, nutrition, le côté fonctionnel, parce que entre un patient qui est autonome à la marche, mais qui fait juste le lit, le fauteuil, le canapé, et celui qui fait des randos avec ses copains et qui marche et qui est capable de marcher 20 km, eh ben les deux sont autonomes à la marche. Hein, mais celui qui fait juste canapé-lit, c'est pas le même que celui qui fait des randos. Hein. Après le côté fonctionnel, le côté social. Donc comme je vous l'ai dit et je vous le redis, un patient qui vit seul au domicile, sans amis, sans personne, on ne le prend pas en charge de la même façon
que celui qui a une femme, des enfants, des petits-enfants qui s'occupent de lui. Ok ? Allez, on y va. Donc le GS, donc, c'est la base de la gériatrie. Hein, on a montré... C'est Rubinstein, voilà, qui a montré, en fait, donc c'était en 1984, qui a montré en fait que la gériatrie, il fallait faire comme ça, qu'il fallait évaluer les patients. Comment il a fait ? Je vous le dis parce que c'est parlant. Autrefois, donc en 1984, la gériatrie, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, il n'y avait que de la médecine interne. Et donc les patients, Rubinstein, c'était un interniste, et donc il a décidé de prendre 123 patients qui avaient plus de 65 ans, et de les mettre, et qui venaient dans son service de médecine interne pour des pathologies habituelles, chute, pneumopathie, poussée d'insuffisance cardiaque, enfin bref, plein de motifs d'entrée dans un service de médecine interne. Donc il en a pris la moitié qu'il a mis dans son service normal, et il en a pris l'autre moitié qu'il a mis dans une autre partie du service où il faisait, en fait, à ses patients, il les soignait pour les mêmes motifs, il les soignait pour les motifs pour lesquels ils venaient, mais en plus, de manière systématique à tous, il faisait une évaluation gérontologique standardisée. Et qu'est-ce qu'il a montré ? Eh bien, il a montré en fait que, un an après, les patients qui étaient passés dans les unités où ils étaient évalués de manière globale, où ils avaient une évaluation gérontologique standardisée, eh bien, avaient un taux de mortalité réduit, un taux d'entrée en EHPAD réduit, ils étaient moins hospitalisés, ils étaient plus autonomes et ils coûtaient moins cher à la société. Et donc Rubinstein, en 1984, a posé les bases de ce qu'est la gériatrie moderne, c'est-à-dire que tout patient âgé que l'on reçoit pour le soigner, on l'évalue de manière globale, parce que ça va nous permettre de dépister des pathologies qui sont passées inaperçues, d'anticiper des problèmes à venir, et ça va nous permettre du coup de réduire la mortalité pour les patients qu'on soigne, faire qu'ils rentreront moins en EHPAD, ils vont coûter en plus moins cher à la société. Donc c'est ça qui fait la base de la gériatrie moderne, et c'est pour ça qu'on évalue les patients de manière globale. Donc comment on fait ? Pour le statut fonctionnel, donc je vous en ai parlé, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, on utilise l'échelle ADL, Activities of Daily Living. Donc si on a 6 sur 6, c'est a priori vous et moi, on est autonome pour les activités de base. Si on a 0 sur 6, on est capable de rien faire. Donc je ne l'ai pas changé encore une fois cette année. Je m'en excuse, c'est une échelle en 0,25. Maintenant, l'échelle, on met juste un point fait de manière autonome, 0,5 fait de manière partielle, ou 0 ne fait pas. Donc c'est une échelle qu'on utilise tous les jours dans tous les services de gériatrie. On utilise cette échelle parce que ça nous permet de voir l'autonomie de nos patients. Et comment on fait ? En fait, on évalue, quand un patient arrive dans un service de gériatrie, on évalue son autonomie au moment où il arrive. L'infirmière, l'aide-soignante font le point avec le patient, éventuellement avec sa famille, pour savoir quelle est son autonomie au moment où le patient arrive. Pourquoi ? Parce que pour vous, vous savez, de ça va en découler des actions de soins adaptées au patient. Vous n'allez pas faire les mêmes soins à quelqu'un qui n'est pas capable de marcher qu'à quelqu'un qui est capable de marcher. Hein, vous savez que s'il est capable de marcher, vous pourrez lui faire une toilette au lavabo, et que sinon, vous ne pourrez pas. Il faudra faire une toilette au lit. Donc on fait l'ADL au moment où le patient arrive. On fait également, au même moment, à l'entrée du patient, l'ADL 15 jours avant l'hospitalisation. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de voir qu'est-ce que le patient a perdu. Je vais prendre encore mon exemple de la marche. Si un patient avait un ADL à 6 sur 6 avant, et que là il rentre dans le service et il n'est plus capable de marcher, on sait qu'un des axes de soins que l'on va avoir, ça va être celui de faire que le patient puisse éventuellement récupérer l'autonomie à la marche. Donc on va travailler sur ça avec lui. Tout le monde, les aides-soignantes, les infirmières, qui vont stimuler le patient au cours de l'hospitalisation. Pour nous, les médecins, ça va être important parce que on va se dire, c'est hyper important, on va se dire, mon patient a perdu la marche, soit il la récupère dans le service, dans mon service de court séjour, soit je vais devoir rapidement lui prévoir un SSR et ne pas compter sur un retour à domicile immédiat parce que mon patient, il n'en sera pas capable. Donc faire l'ADL, c'est extrêmement important. En fait, j'accélère parce que il faut que j'accélère. L'autre échelle, c'est l'IADL. L'échelle IADL, c'est Instrumental Activities of Daily Living. En fait, c'est des activités instrumentales de la vie quotidienne. C'est une échelle qui se fait sur 8.
Donc si on a 8 sur 8, c'est a priori vous et moi, encore une fois, a priori. Ça dépend de vous. Moi en tout cas c'est 8 sur 8. Vous comprendrez après pourquoi. Donc moi c'est 8 sur 8. Mais après, et donc cette échelle, on l'utilise pourquoi? On l'utilise pour évaluer ce que sont capables de faire les patients, notamment quand on se pose la question de troubles cognitifs. Parce que quand un patient commence à avoir des troubles cognitifs légers, ces troubles cognitifs ils vont commencer à retentir sur sa capacité à effectuer les tâches les plus complexes. Et les tâches les plus complexes sont les tâches instrumentales. Donc du coup, cette échelle, quand on se pose la question de savoir si un patient a vraiment des troubles cognitifs qui retentissent sur son autonomie, oui ou non, en fait, on fait cette échelle. Donc les activités instrumentales, c'est quoi? Donc c'est utiliser le téléphone, faire les courses, préparer les repas, entretenir le domicile. Donc vous comprendrez que cette échelle ne marche pas forcément à 100%. Parfois, on cote 7 sur 7 pour certains messieurs, ou 6 sur 6. Donc, il faut bien poser la question, parce que si on demande à la personne si elle est capable de faire le ménage à la maison, il faut lui demander si elle l'a déjà fait une fois, quoi. Parce qu'il y a certains hommes qui ne l'ont jamais fait, donc du coup on les cote à 6 sur 6 et pas à 6 sur 8. Faire la lessive, utiliser les moyens de transport, prendre les médicaments et gérer son budget. Gérer le budget, gérer les médicaments, c'est des questions qu'on pose souvent, mais qui sont vraiment très importantes. Parce que si le patient n'est plus capable de gérer ses médicaments tout seul, on devra se poser la question de mettre en place un pilulier à la maison, éventuellement voir s'il n'est pas nécessaire de débuter un passage infirmier pour que le pilulier soit fait par un professionnel. Donc c'est vraiment important. Et gérer le budget, c'est pareil. Donc après avoir évalué, ça c'est les deux échelles qu'on utilise le plus souvent pour évaluer l'autonomie de nos patients. Ensuite, on utilise également, et j'y passe vite, parce que le docteur Séché va vous en parler dans une demi-heure, sur le statut cognitif. Je le dis vite, il faut retenir, je vous fais que le début, il faut retenir que le MMS, ou le MMSE, Mini Mental State Examination, c'est un test de dépistage des troubles cognitifs. Dépistage. C'est-à-dire que si on a... ça ne fait pas de diagnostic. On dépiste des troubles cognitifs. Si on a un score, le MMS, c'est coté sur 30 points. Si on a moins de 24 au MMS, ça ne veut pas dire qu'on a une maladie d'Alzheimer, ça veut dire qu'on a des troubles cognitifs. Point. Final. Par contre, il est vrai qu'on utilise, dans la pratique clinique, on utilise le MMS pour suivre les malades d'Alzheimer. Les patients qui ont eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, on leur fait passer des MMS tous les ans pour voir l'évolution de la maladie. Mais c'est une fois qu'ils sont diagnostiqués. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont eu le diagnostic, on sait à combien ils étaient de MMS quand ils ont eu le diagnostic. Et après, tous les ans, on refait le MMS pour voir un peu comment ils évoluent. Ok, donc le MMS, un test de dépistage, uniquement dépistage des troubles cognitifs et de suivi de la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que c'est un test, notamment dans le cas du dépistage, qui a le gros défaut d'être lié au niveau socioculturel. Il y a beaucoup de questions qui sont liées au niveau socioculturel. Et donc, on n'interprétera pas de la même façon le 24 sur 30 d'un professeur de français avec celui de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui a quitté l'école à 12 ans. Le 24 sur 30 sera, moi, celui qui n'est pas allé à l'école jusqu'à 12 ans. 24 sur 30, c'est potentiellement normal. Alors que le 24 sur 30 d'un prof de français, c'est pathologique. Ok ? Alors ça, vous n'allez pas le savoir par cœur, mais... On utilise également le test de l'horloge. Le test de l'horloge, c'est un test qui est très pratique, en fait, qui est surtout très sensible. Il est spécifique de rien, c'est-à-dire que ça ne va rien montrer en particulier. Ce que ça montre, le test de l'horloge, quand il est altéré, c'est qu'il y a des troubles cognitifs. Donc, et l'avantage de ce test, c'est qu'il est altéré très tôt. Très tôt. Chez les patients très légers, ils ont un test de l'horloge perturbé. Le test de l'horloge, c'est quoi? C'est en fait, on dessine un cadran, un rond, et on demande au patient de placer les chiffres sur le cadran de l'horloge, et ensuite de placer les aiguilles, la petite et la grande aiguille, pour représenter 10h10. Et ça, en fait, c'est un test qui est au final assez compliqué, parce qu'il nécessite de
gérer des fonctions exécutives, c'est-à-dire la planification de tâches, c'est-à-dire il faut planifier toutes les tâches qu'on a à faire. Il faut gérer également la représentation mentale de ce qu'est une horloge. Et également, ça aide à dépister les troubles praxiques, c'est-à-dire la capacité à dessiner quelque chose. Donc ce test, le test de l'horloge, donc on fait le rond et on demande au patient, je vous ai pas mis l'horloge altérée, et on demande au patient ensuite de dessiner, de placer les chiffres et de placer les aiguilles, et au final on voit vraiment très souvent des catastrophes chez des patients très tôt. Voilà, si, l'horloge altérée, en voilà une. On a aussi souvent des patients parfois qui ont des troubles de la programmation et qui font plein d'aiguilles. Ouais, ou sinon qui écrivent tous les chiffres mais juste sur la moitié de l'horloge. Donc on voit que voilà, ça c'est un test qui est souvent altéré. Le test des 5 mots de Dubois, je le passe, parce que Marion vous en parlera après. Le docteur Séché, pardon. Et on passe au statut nutritionnel. Le statut nutritionnel, c'est très important. Je le dis et j'insiste, un patient âgé ne doit pas perdre de poids. S'il perd du poids, il perd du muscle. S'il perd du muscle, il meurt. Donc c'est quelque chose, dans la population âgée, ils ont beaucoup de croyances sur le fait que quand on vieillit, on mange moins, c'est normal. Oui, le repas du soir, je mange une tranche de jambon et un yaourt et je vais au lit. Non, mais non. À n'importe quel âge, on fait 3 vrais repas par jour. Matin, midi, soir. Et en plus, si on peut faire, on encourage les patients à grignoter entre les repas ou au moins à faire des collations. Tout ce qu'on a appris, tout ce qui est valable pour nous, c'est faux. Pour les patients âgés, on repasse à avant, c'est-à-dire que nous, on ne doit pas grignoter, mais eux, on les encourage à grignoter parce que, effectivement, les patients vont pouvoir vous dire « oui, j'ai moins faim au repas ». Ok, vous avez moins faim au repas, c'est plus compliqué de prendre un vrai repas, pas de problème. Mais du coup, vous faites une collation à 10h, vous faites une collation à 16h, pour permettre au corps d'absorber suffisamment d'énergie. Parce que quand on avance en âge, même si on n'a pas de dépenses énergétiques qui soient moindres, parfois même au contraire, si on a une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, vos besoins en énergie vont être augmentés par rapport à un sujet jeune. Donc du coup, il faut que les patients âgés mangent leurs 3 vrais repas par jour au moins, et si ce n'est des collations entre les deux. Donc comment on fait pour évaluer la dénutrition ? C'est simple, on a des critères de l'HAS. On regarde, donc les critères de dénutrition, ils sont multiples. On utilise la perte de poids, l'IMC, même si pour les patients âgés, l'IMC, c'est pas très bon parce que ils perdent. Souvent, les patients ont tendance à avoir des tassements vertébraux, à se courber un petit peu, donc du coup, leur taille n'est plus aussi fiable que quand ils étaient jeunes. L'albuminémie, qui est une protéine qui permet de refléter l'état nutritionnel des patients, mais qui est malheureusement influencée par les syndromes inflammatoires biologiques, et on utilise également le test du MNA. Donc c'est pour ça que dans les services, on vous demande de manière obligatoire de recueillir le poids, la taille du patient, au moins, et ensuite de rechercher également une variation de poids au cours du dernier mois ou des 6 derniers mois. Parce que ça nous permet de dépister la dénutrition selon les critères de l'HAS. Donc dénutrition, c'est perte de 5% du poids en un mois, ou 10% en 6 mois. Ou la dénutrition sévère, c'est la plus grave, perte de plus de 10% du poids en un mois. On peut utiliser également le MNA, je vous le dis pour mémoire, parce que le Mini Nutritional Assessment est un test qu'on utilise essentiellement dans les activités de recherche et qui a été créé par mon chef, le professeur Vélas. C'est utilisé dans le monde entier, dans tous les projets de recherche qui touchent à la nutrition du sujet âgé. Et voilà, c'est mon chef qui l'a fait, donc c'est toulousain. Donc c'était bien de vous le dire pour que vous soyez au courant. La dépression. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on avance en âge, on est plus à risque d'être déprimé. Et si on ne va pas poser la question aux patients, on ne saura pas qu'ils le sont. Donc on utilise un test, la Mini GDS, la Mini Geriatric Depression Scale, qui est traduite de l'anglais. Donc qui est pas toujours très... Enfin, quand on pose la question aux patients, on a parfois l'air un peu débile. Donc on pose 4 questions. Donc est-ce que vous vous sentez découragé et triste ? Est-ce que vous avez le sentiment que votre vie est vide ? Donc cette question est un peu bizarre à poser.
Êtes-vous heureux la plupart du temps et avez-vous l'impression que votre situation est désespérée? Donc en fait, on peut utiliser la mini-JDS, mais tout simplement, on peut poser la question au patient sur dire comment est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous pleurez souvent, est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt triste la plupart du temps. Donc c'est des questions en tout cas qu'il faut poser. Les performances physiques, je vous en ai parlé, c'est la vitesse de marche qu'on mesure sur 4 mètres. On utilise également donc le SPPB. Le SPPB, c'est un test composite et vous allez voir rapidement que vous allez comprendre qu'on l'utilise souvent, qu'on va l'utiliser de plus en plus. On fait la vitesse de marche sur 4 mètres. On mesure également le temps pour se lever 5 fois d'une chaise avec les bras en haut du corps, donc sans s'appuyer. Et on fait également un test d'équilibre, c'est-à-dire on demande au patient de voir s'il est capable de tenir pieds joints, en semi-tandem ou en tandem, les deux pieds devant. Et en fonction des réponses, ça nous fait un score de 10 à 12. Donc 12, c'est le maximum. Le patient a une capacité locomotrice normale. Et entre 0 et 6, c'est une altération sévère. Plus le score est bas, plus on a un risque de mortalité élevé dans l'année. Et plus, bien sûr, on a des performances physiques altérées. Pour le côté social, bien sûr, on va toujours demander au patient comment il vit, est-ce qu'il est seul ou pas, est-ce qu'il y a des enfants, des personnes ressources, où est-ce qu'il vit, est-ce que c'est un appartement, une maison, est-ce qu'il y a des marches, pas de marches, est-ce qu'il y a un ascenseur, pas d'ascenseur, est-ce qu'il y a des aides en place. On va poser toujours ces questions au patient parce que si on ne pose pas ces questions, comment est-ce qu'on va faire pour organiser éventuellement le retour à domicile? On va peut-être se rater. On va dire, ah ben vous sortez demain. Ah bon? Ah, mais non, j'ai rien, j'ai besoin d'aide, j'ai personne. Ah oui, zut. Dommage. Donc c'est hyper important de poser toujours toutes ces questions aux patients. Comme je vous disais, on sait que l'activité physique, l'activité intellectuelle et la nutrition sont des éléments très importants pour prévenir l'entrée dans la dépendance des patients. Et c'est pour ça qu'à Toulouse, on a développé ce qu'on appelle des ateliers multidomaines à la Cité de la Santé. C'est des ateliers dans lesquels en fait, qu'on propose aux gens, où les gens viennent et où ils ont des cours d'activité physique adaptés. On leur fait des séances de stimulation cognitive en groupe et également des séances avec une diététicienne pour avoir les conseils de base pour s'alimenter correctement. Et donc, c'est une des initiatives qu'on met en place et pour lesquelles on essaye de prouver que c'est efficace sur des patients fragiles, afin que, éventuellement, si on arrive à prouver que c'est efficace, on puisse faire que ça devienne un type d'action qui soit répandu au niveau national. Donc le GS, c'est vraiment important et je me dépêche. L'activité physique, un petit mot pour vous dire que l'activité physique, donc, ce n'est pas forcément aller à la salle de sport, c'est pas forcément aller à Movida, c'est bouger son corps. Donc l'activité physique la plus simple, c'est marcher, mais c'est aussi danser, faire du yoga, faire des petites balades, jardiner. D'accord? C'est tout. Le yoga, c'est une vraie activité physique. Non, vraiment. Pour ceux qui ne le pensent pas. Les recommandations. 2019, ça a été l'année des nouvelles recommandations d'activité physique. Avant, c'était simple. On disait qu'il faut marcher 30 minutes par jour. Maintenant, on est passé à un niveau plus compliqué. Mais plus compliqué, ça veut dire quoi? En fait, c'est simple. Enfin, c'est relativement simple. On dit qu'il faut faire de l'activité physique tous les jours. 7 jours sur 7. Pendant 5 jours, on fait de l'activité physique d'endurance. Donc typiquement, c'est la marche. Et ensuite, il faudrait compléter 2 à 3 fois par des activités sur le renforcement musculaire, la souplesse et l'équilibre. Et donc là, c'est soit la salle de sport pour ceux à qui ça plaît, soit par exemple le yoga ou le tai chi qui font travailler l'équilibre, la souplesse notamment. En fait, c'est ça qu'on a apporté par rapport à avant, c'est qu'en plus de l'endurance, on sait qu'il faut faire du travail d'équilibre parce que quand on vieillit, on a une altération des muscles, mais également des capteurs sensoriels qui viennent altérer l'équilibre. Et donc, c'est comme tout, si on s'entraîne, on a moins de risques de tomber que si on n'entraîne pas ces organes de l'équilibre. Donc à Toulouse, on a développé bien entendu plusieurs initiatives, je vous l'ai dit, ça fait longtemps que on a un hôpital de jour de fragilité, donc qui évalue des patients qui ont été dépistés fragiles. On les évalue de manière pluridisciplinaire avec l'aide-soignante, l'infirmière, le kiné éventuellement, la diète, la psychologue, l'assistante sociale s'il y a besoin et le médecin. Et ensemble, on fait des propositions pour des plans personnalisés de prévention de la dépendance. Et on fait du suivi de patients à long terme. Mais également,
nous avons, et c'est ça, je pense, qui est intéressant dans la fragilité, et je pense que c'est ça qui est important pour vous, c'est que votre métier est en train de changer. Et vous savez que on est en train de plus en plus de vous donner des tâches plus élaborées, qui pour moi en tout cas me semblent plus intéressantes pour vous, qui sont plus valorisantes pour vous, où on vous demande plus d'analyse et plus d'autonomie. Et donc notamment dans la gériatrie, c'est un champ extrêmement important pour vous, pour développer ces nouvelles compétences. Et donc à Toulouse, donc, on a actuellement des infirmières de pratique avancée qui vont faire toutes seules des évaluations gériatriques en cabinet de médecine générale ou au domicile des patients. Elles sont formées, on les a formées à faire ces évaluations gérontologiques, et ensuite, donc, elles font ces évaluations gérontologiques avec les patients. Une fois qu'elles les ont faites, elles remettent d'elles-mêmes, toutes seules, sans en parler à qui que ce soit, un certain nombre de conseils aux patients parce que, sur les domaines sur lesquels elles sont sûres qu'elles peuvent donner les conseils. Et ensuite, généralement, elles font un courrier en commun avec un gériatre. Moi, par exemple, on fait un courrier en commun, tous les deux, pour faire des propositions qui sont adressées aux médecins. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose qui, je trouve, est extrêmement valorisant parce que ça mobilise toutes les connaissances de ces infirmières qui ont, pour la plupart, travaillé en gériatrie quelque temps, mais également ailleurs. Et donc elles mobilisent toutes leurs connaissances pour pouvoir rendre un service aux patients qui est extrêmement important. Je vous en ai parlé tout à l'heure, notre modèle d'évaluation gérontologique standardisée, c'est le pré-thérapeutique, les cardiologues nous le demandent, mais il y a également les discussions éthiques. On va souvent en réanimation avec l'équipe mobile de gériatrie pour aider nos collègues à savoir si à évaluer les patients avant qu'ils soient entrés, essayer de faire une évaluation gérontologique du patient juste avant qu'il soit entré en réanimation pour savoir quel était son état de base et quel sera le pronostic de ces pathologies graves et donc quelle attitude thérapeutique va en découler. Est-ce qu'on va continuer des soins agressifs ou est-ce qu'on va plutôt accompagner le patient? Donc ça, l'évaluation gérontologique permet d'aider à prendre beaucoup de décisions. En 2020, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on va parler beaucoup de capacité intrinsèque et du projet ICOP. Le projet ICOP, c'est vous savez que Toulouse, on est aussi le Gérontopole et centre collaborateur de l'OMS pour lutter contre le vieillissement. Et donc, on a développé un projet qui s'appelle le projet ICOP, qui est un projet de soins intégrés et dans lequel on propose à tous les médecins et probablement bientôt à beaucoup d'infirmières libérales de faire ce qu'on appelle une évaluation de dépistage des patients. Et donc pour ça, l'OMS n'a pas non plus réinventé l'eau chaude. On fait une évaluation gérontologique. Les tests reprennent des tests dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, c'est des tests qui ont été sélectionnés pour pouvoir être diffusés et utilisés dans le monde entier. Parce que là, ce sont des recommandations de l'OMS. Donc là, ce que je vais vous montrer, je veux juste que vous l'ayez vu pour les 2 dernières minutes qu'il me reste. Je veux juste que vous l'ayez vu parce que c'est le test qu'on va développer, pour lequel l'OMS recommande et que nous, on est en train d'essayer de diffuser en France. Donc le premier test, c'est un test de dépistage par rapport à la locomotion. On fait un test de levée de siège, de levée de chaise. C'est-à-dire qu'on mesure le temps pour se lever 5 fois de la chaise, les bras croisés, sur le thorax. Pour la nutrition, on pose 2 questions. Est-ce que vous avez perdu plus de 3 kilos au cours des 3 derniers mois? Est-ce que vous avez moins d'appétit? Pour la vision, on demande est-ce que le patient est suivi par un ophtalmo? Est-ce qu'il a des pathologies oculaires? Et on fait un mini test d'acuité visuelle. Pour les capacités cognitives, on demande est-ce que vous avez l'impression d'avoir des troubles de la mémoire et de l'orientation? Et en fait, on va faire après on va lui faire apprendre 3 mots, lui demander la date du jour et où il est, et ensuite lui faire rappeler 3 mots. S'il y a une erreur à ça, on considère que le dépistage est positif et qu'il faut aller plus loin. Il y a une étape 2, mais que je ne vous détaille pas là. Pour la capacité psychologique, c'est combien de fois est-ce que vous vous êtes senti déprimé ou sans espoir au cours des 15 derniers jours? Et pour le côté social, c'est est-ce que vous avez besoin d'aide pour réaliser les activités de base de la vie quotidienne, les soins, la mobilité? Donc tout ça, en fait, ça nous fait une mini-évaluation gérontologique, ce qu'on appelle le step 1, l'étape 1 du projet ICOP. Et si on a une réponse positive à un de ces items, eh bien l'OMS
fournit des recommandations pour aller plus loin dans chaque domaine. Le but, c'est que ce test-là, on le fasse à partir de 60 ans à tous les gens, à toutes les personnes qui voient leur médecin traitant ou qui voient une infirmière. Le but, c'est qu'on le fasse régulièrement, tous les ans ou tous les 2 ans, pour monitorer leur capacité. Et si ça baisse dans un domaine, et bien à ce moment-là, on commence à agir. Parce que jusqu'à présent, pour les patients et pour beaucoup de membres du corps médical et paramédical, quand on vieillit, c'est normal d'aller moins bien. Ah ouais, c'est normal, je vieillis, je marche moins bien. Mais non, quoi. Si on marche moins bien, c'est pourquoi? C'est peut-être parce qu'on a un problème cardiologique qui n'a pas été dépisté. Ou parce qu'on a une arthrose qui gêne la hanche, qui fait qu'on a mal, et on peut traiter l'arthrose et éventuellement mettre une prothèse. Et il vaut mieux mettre la prothèse quand on commence à avoir mal à la hanche, plutôt que quand on marche plus, quand on marche plus depuis 6 mois. D'accord? Donc ça, on est enfin, si vous voulez, on est en train de changer le paradigme de la prise en charge des personnes âgées. Plutôt que de s'occuper des patients âgés une fois que c'est la catastrophe, on monitore leur capacité intrinsèque et quand ça commence à pas aller, direct on agit pour agir le plus tôt possible et que ce soit le plus efficace possible. Voilà, donc la médecine gériatrique est en train de changer. Vos rôles en tant qu'infirmiers et infirmières dans le système de soins sont en train d'évoluer. Et pour moi, je pense en plus de manière intéressante vers du travail qui est plus intéressant et en tout cas qui mobilise mieux vos capacités. Et donc, je trouve qu'il y a un avenir plutôt intéressant pour vous. Voilà. Bonne journée. Un quart d'heure de pause. Et comme ça, après, ma collègue pourra venir avec vous.